bonjour. Nous Bonjour. recevons aujourd'hui deux illustres scientifiques pour un débat sur le Covid-19. Pierre-Marie Liédo a été directeur de recherche au CNRS, professeur à Harvard. Ses travaux ont été couronnés de nombreux prix et il est actuellement le président du conseil scientifique de l'Institut Pasteur. Bonjour, professeur Liédo. Bonjour. Amina Gourim, professeure de chimie organique, ex-doyenne de la faculté des sciences de l'île Maurice, fondatrice de l'Association panafricaine des plantes médicinales africaines, scientifique de l'année pour l'UNESCO, listée par Forbes comme étant l'une des 100 femmes les plus influentes du monde. Elle a été aussi présidente de la République de l'île Maurice. Bonjour, professeur Gourim. Bonjour Nicolas. Alors, professeur Liédo, quelles sont les connaissances actuelles sur le coronavirus? Eh bien, sans rentrer évidemment dans tous les détails, je crois que peut-être pour nos téléspectateurs, une chose est très importante de comprendre, que cette maladie est extrêmement protéiforme. Elle a différents aspects. On a cru depuis le début qu'il s'agissait d'une forme de pneumonie, c'est-à-dire une attaque des poumons par le virus. Et puis, 5 mois plus tard, avec près de 320 000 morts, malheureusement, on s'aperçoit que ce virus n'attaque pas uniquement les poumons et que, en fait, ce virus attaque différents organes. On a vu d'abord le foie, le rein, etc., jusqu'aux dernières découvertes qui montrent que ce virus a aussi une certaine appétence, je dirais. En tout cas, il envahit notre cerveau avec des troubles aussi bien neurologiques que psychiatriques. Donc, on n'a pas fini de parler de ce virus, non pas par la forme virale et les attaques du virus, mais aussi toutes les conséquences que l'on va avoir probablement à moyen et long terme. Professeur Gourim, ce virus, il faut qu'il pénètre dans nos cellules. Et il faudrait que vous nous expliquiez comment il fait. Il utilise, semble-t-il, ce qu'on appelle les spicules. Ce qu'on a bien compris, c'est que c'est des protéines qui s'adaptent, qui calent très bien dans le système immunitaire, aussi dans nos cellules. Et je crois, comme a bien dit le professeur Loeb, c'est que c'est un virus qui a une appétence pour nos cellules, surtout les cellules du poumon. Et à partir du moment où ça pénètre, parce que c'est un molécule, excusez-moi l'anglicisme, ce qu'on appelle le RNA, et ça rentre dans les cellules, et à partir du moment où ça rentre, ça contrôle notre système, le fonctionnement de la cellule, et à partir de ça, il commence à se propager, et puis c'est enclenché, et là, les premiers symptômes commencent à apparaître. Alors, du coup, c'est quelque chose qu'on a compris qui est nettement plus contagieux. Sa contagiosité a été décrite en long et en large. Et c'est que c'est une nouvelle bestiole, si je peux dire, qu'on arrive toujours à essayer de comprendre. Et je crois que ça présente de très grands défis pour la science et surtout la médecine. Alors, je reviens sur ma question, pour tous les deux d'ailleurs. Les gens voudraient comprendre comment ce virus il rentre dans les cellules. Si j'ai bien compris, il utilise une sorte de clé qui se colle sur une serrure qui est en fait une sorte de récepteur pour un certain nombre d'autres choses. Donc c'est une sorte de voleur qui arrive et qui rentre dans les clés. Et si on arrivait à découvrir ce que c'est, peut-être qu'on pourrait l'empêcher de rentrer. Alors, je vais être très court aussi sur un phénomène qui est le suivant. Il faut bien que tous nos téléspectateurs comprennent qu'un virus ne fait pas partie du monde vivant et que donc pour qu'il puisse répondre à cette finalité qui est la prolifération, la survie, eh bien, il va détourner des fonctions qui sont utilisées naturellement par des organismes vivants. Et donc, c'est vraiment ici l'idée de voir apparaître un pirate qui va modifier des fonctions naturelles à son propre destin, qui est finalement, comme pour nous, tout organisme vivant, la survie, la prolifération de l'espèce. Donc, on a bien affaire à un matériel non vivant, mais qui va pirater les lois du vivant. Oui, et Nicolas, comme vous avez bien dit, je crois que pour que le public comprenne bien, c'est que c'est, comme dit, le fonctionnement de la clé et de la serrure là,
et une fois que c'est enclenché, et je crois que c'est ça qui explique vraiment comment ça s'est répandu à travers le monde, et puis aussi par le fait que c'est transmis d'humain à humain. Donc, au départ, on croyait que c'était seulement les animaux qui pouvaient transmettre entre les animaux. Mais du coup, on a vu une fois que c'est entré. Alors, est-ce que le virus, il y a eu des mutations? On ne sait pas. Mais définitivement, les protéines s'enclenchent très bien avec notre système. Et c'est à partir de là. Et moi, j'irai plus loin. Je vais dire que c'est un espèce de parasite qui n'est pas vivant, mais qui a besoin du socle humain, surtout les animaux, pour commencer à se propager et pour commencer à développer et donner les symptômes qu'on a vus et aussi éventuellement des mortalités. Et alors, c'est encore une fois un virus qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas jusqu'à maintenant. Mais il y a eu des confrères et des consoeurs dans le passé parce qu'on a eu le SARS, qui était aussi un virus corona. On a aussi le MERS, qui était un virus corona. Alors, reste à savoir maintenant si avec ce qu'on a eu comme histoire, comme passé, si la médecine va trouver ce vaccin que tout le monde réclame et qu'on veut absolument contrôler ce virus, parce que jusqu'à maintenant, on est encore, je pense, très tôt dans cette démarche pour trouver ce vaccin. Alors, professeur Ledo, Pasteur, c'est vraiment l'un des endroits où les vaccins font partie de l'ADN de Pasteur. Quelles sont actuellement les perspectives de traitement? Alors, comme le disait le professeur Gourib, la première voie d'attaque contre cette maladie, j'ouvre une parenthèse par rapport à ce que nous venons de dire précédemment, on parle de zoonose, c'est-à-dire que ce sont des virus, des pathogènes qui vivent chez les animaux et du fait de la proximité de plus en plus grande de l'humanité par rapport à ces réservoirs, eh bien, on va probablement, on doit en tout cas se préparer à de plus en plus ce passage d'espèces animales à l'humain. Ça, je ferme la parenthèse pour revenir maintenant sur l'idée des traitements de l'infection aujourd'hui. Quelles sont les perspectives? Eh bien, la première, c'est le traitement prophylactique, c'est-à-dire empêcher, non pas traiter, mais empêcher que la maladie advienne. Et là, évidemment, comme vous le dites, Nicolas, le fer de lance de l'Institut Pasteur depuis son fondateur, c'est la mise en place d'un traitement à base de vaccins. Pour que tous nos auditeurs soient rassurés, il y a plus de 50 vaccins aujourd'hui qui sont initiés, alors avec des stades d'avancement totalement différents, mais on a un espoir d'ici les débuts de l'année 2021. Donc, on s'inscrit quand même dans un temps long, il faut bien le comprendre. Le politique voudrait que les choses arrivent très rapidement, mais tous nos citoyens doivent se préparer à cette idée d'un temps long pour l'arrivée de ce vaccin. Donc ça, c'est le traitement prophylactique. Et puis, il y a les traitements curatifs. Heureusement, on avance aussi de ce côté-là. On sait aujourd'hui qu'il existe des médicaments antiviraux qui sont assez spécifiques, qu'on doit prendre non pas sur une forme, mais multiplier les formes de ces antiviraux. Pourquoi? Tout simplement parce que le virus, comme les bactéries, est capable de s'adapter, et donc il faut absolument diversifier les attaques possibles pour éradiquer le virus. L'autre type de médicament connu dans l'aspect curatif, eh bien, c'est de stimuler le système immunitaire pour qu'il puisse répondre et que nous soyons nous-mêmes nos propres gardiens de la santé en mobilisant notre système immunitaire. Et puis, comme vous l'avez peut-être entendu ou lu dans la presse, beaucoup de personnes sont mortes suite à ce qu'on appelle un orage des réponses immunitaires. Et donc, il faut savoir dompter, calmer les systèmes immunitaires pour pas qu'ils se retournent contre la personne, mais en même temps qu'ils soient exactement efficaces contre l'envahisseur. Et puis la troisième approche, c'est ce qu'on appelle les approches de repositionnement, c'est-à-dire qu'on va prendre des médicaments qui existent déjà, dont on connaît le degré de non-toxicité, par exemple, mais que de façon par hasard, la sérendipité est très importante, on découvre que ces médicaments confèrent une protection. Premier constat, les personnes qui portent des patchs contre pour arrêter de fumer, bien qui ont un certain taux de nicotine relativement faible dans le sang, semblent être immunisées. Deuxième constat, les antidépresseurs, des antipsychotiques qu'on prend dans des
circonstances très particulières dans les hôpitaux psychiatriques notamment, on a pu constater que ces personnes-là étaient immunisées. En tout cas, le virus n'arrivait pas à envahir l'autre. On parlait tout à l'heure de système de clés et de serrure. La serrure semble être occupée par des médicaments qu'on prend au quotidien. Voilà. Donc, on peut avoir espoir d'un traitement rapide en attendant évidemment le vaccin. Alors, professeur Gourib, on sait que le président Trump voulait injecter de l'eau de Javel dans les poumons des malades, etc. Bon, mais il y a un président africain qui prétend traiter le virus par une tisane bio. Est-ce que c'est crédible? Bon, je ne vais pas aller aussi loin pour dire que c'est crédible, mais d'après ce que j'ai entendu, d'ailleurs j'ai écouté avec attention la déclaration du président malgache sur je crois, RFI et France 24, et il a bien dit que les gens qui ont consommé cette décoction ont eu une santé améliorée. Alors, il prétend que ça a donné des résultats. Maintenant, il faut aussi savoir que la base de cette décoction, c'est l'artémisia annua qui contient l'artémisinine. Et on sait d'ailleurs ce que vient de dire le professeur, c'est qu'il y a pas mal de médicaments, entre autres les antiviraux qui sont mis dans tout le pack pour traiter le Covid. Alors ça contient de l'artémisinine, mais ce qu'il a dit aussi, d'ailleurs ça reste un secret, je pense que pour les malgaches, c'est qu'il y a quelques plantes malgaches qui ont été ajoutées à cette décoction. Alors est-ce que ça donne ça potentie, comme dit, l'activité de cet extrait, on ne sait pas. Mais ce qu'il a dit, c'est qu'à ce jour, ils n'ont eu que 2 morts à Madagascar avec, je crois que presque 300 infections. Donc, seulement 2 morts qu'il comptabilise. Alors, reste à savoir maintenant si le Covid organique que le président malgache a mis de l'avant sera validé. Ce que j'ai compris, c'est que l'OMS va commencer à valider scientifiquement cette décoction. Mais, comme a bien dit le professeur, c'est qu'il y a plusieurs pistes à explorer. Et si le Covid organique donne des résultats et que ça ne donne pas des effets secondaires, moi, je pense qu'il faut peut-être le tester aussi. Pourquoi pas? Alors, notre système immunitaire est évidemment au cœur de cette bataille contre les virus. Vous êtes une des meilleures spécialistes au monde concernant les principes actifs tirés des plantes. Est-ce qu'il y a des pistes à explorer dans ce domaine? Il y a l'artémisinine d'ailleurs qui est bien, qui donne précisément des effets très intéressants. Mais ce que les Indiens aussi ont commencé à faire, ils ont mis la médecine ayurvédique à travers tout le panel de tests contre les problèmes antiviraux et pour les problèmes, pour les affections pulmonaires, entre autres. Alors, eux aussi, ils ont dans leur besace pas mal d'extraits et aussi des principes actifs parce que ces travaux de recherche ont commencé à partir du moment où on a eu la pandémie SARS dans les années 2005, 2004. Alors, ils ont commencé à travailler sur cette piste. Il y a les Chinois aussi qui ont fait beaucoup de travaux sur le Covid et aussi sur le SARS. Alors, du coup, moi, je pense qu'il y a pas mal de principes actifs qui sont là, qui attendent à être développés. Maintenant, comment on va le faire? Quelle procédure mettre en place? Est-ce que les gens vont mettre des différentes molécules ensemble pour regarder qu'est-ce que ça donne? Donc, tout reste à être recherché, à être travaillé. Et moi, je pense que l'espoir est permis que des principes actifs viendront effectivement de ces plantes et d'autres ressources végétales pour pallier à cette pandémie. Et il faut aussi souligner, Nicolas, qu'on n'est pas sorti de l'auberge encore et je ne crois pas que les pandémies, c'est chose du passé. Et il y a eu pas mal de reconnaissance de pandémie. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, le changement climatique, les pollutions, d'ailleurs, on a vu comment le virus du corona circulait sur les particules qui émanent effectivement de la pollution. Alors, je pense qu'on est bien gardé et on doit vraiment mettre le paquet pour trouver ces différentes molécules qui pourraient apporter des solutions à ces problèmes. Nicolas, juste si je puis me permettre de rajouter une chose, n'oublions pas que la nature a eu des millions et des millions d'années pour se préparer, pour inventer, pour innover. Et donc, ne négligeons pas ce que la nature peut nous offrir, surtout quand on est face à l'inconnu et toutes les pistes sont évidemment honorables et doivent être tentées. Alors, justement, professeur Liedo, en cas d'urgence sanitaire,
Les politiques doivent-ils remettre le pouvoir aux scientifiques? Alors, il est certain que depuis qu'il y a cette crise sanitaire, on a vu de plus en plus les gouvernements promulguer des projets de loi d'urgence. Et ces projets de loi d'urgence s'appuyant sur l'expertise scientifique. Je vous rappellerai qu'aucune constitution jusqu'à présent dans le monde n'a s'appuyé sur des expertises scientifiques. Donc ça, on est face à une urgence et on essaye d'innover. Pour moi, je vois une menace, un doute en tout cas sur l'utilité de ce couple politique et scientifique parce que on pourrait verser aussi dans un despotisme éclairé. Finalement, si on confiait le pouvoir aux savants, je rappellerai que dans le serment d'Hippocrate, primum non nocere. Donc, avant d'agir, je dois être certain que je ne vais pas nuire. Donc, on est plus sur des valeurs où la science peut évidemment apporter son savoir, mais elle doit, ce savoir, s'appuyer sur des questions d'éthique, sur des questions de philosophie, des questions de sciences sociales, de sciences humaines, et ne pas convoquer uniquement le scientifique, comme malheureusement on voit de plus en plus dans différents gouvernements, les dirigeants s'appuyer sur la parole du scientifique. Pourquoi j'ai quelques, disons, doutes sur l'efficacité de ce tandem? Eh bien parce que en rien, la science est une discipline qui propose des sources normatives. La science, je vous le rappelle, et c'est évident peut-être pour tout le monde, mais il faut bien le rappeler, la science a pour objet de décrire le monde et de nous donner des clés de compréhension face aux doutes. Pour la science, c'est toujours repousser les frontières de la connaissance, mais dans aucun cas, la science a de disponibilité à prescrire des normes. Et donc, c'est là où je suis un tout petit peu dubitatif sur ce tandem entre la science et la politique, parce que le scientifique, par essence même, doit cultiver le doute, alors que quand on est un dirigeant, il faut agir. On n'a pas de place au doute. Donc, je vois ici une tentative de mélanger un peu l'huile et le vinaigre, et c'est pas toujours très miscible. Le professeur Goury, vous êtes une scientifique de très haut niveau, mais vous avez été aussi président de la République. Quel côté de votre personnalité l'emporte dans le processus décisionnel en cas de pandémie? Comment bien expliquer le professeur, quand on est scientifique, on doit agir sur tout ce qui est émettre le doute et aller valider au laboratoire. Mais là, dans cette pandémie, dans cette crise sanitaire que nous avons, il faut d'abord protéger les vies. Alors, pour protéger des vies, il faut prendre des décisions très, très rapides et vraiment s'entourer avec des scientifiques, avec des gens qui peuvent décider, qui peuvent formuler des décisions. Or, pour revenir avec ce que vous avez dit, pour revenir avec pendant la pandémie, on a vu des dirigeants avec une formation scientifique qui ont prouvé qu'il faut ce mélange des deux, c'est-à-dire la politique, le pouvoir décisionnel, mais aussi avec cette connaissance scientifique. On a vu, là, je vais citer des noms, par exemple, je prends la chancelière allemande, Angela Merkel, qui est venue, elle est scientifique et elle est venue très posée et elle a avancé avec une démarche scientifique. Alors, est-ce que le scientifique doit contrôler toutes les décisions? Moi, je pense que les décisions scientifiques, les décisions qu'on doit prendre, si on est scientifique, on va prendre les décisions autrement. Et aussi, je vais alors peut-être mettre le chapeau de la femme, le fait qu'elle était aussi une dame, elle a agi avec une forme de compassion qu'on n'a pas vu avec les autres dirigeants. Alors, avoir une femme, pouvoir de décision scientifique, on a eu les résultats qu'on a eu en Allemagne, par exemple. Alors là, je ne vais pas dire que je suis féministe, mais moi, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. Et là, on a vu vraiment une prise de décision très sage pour, évidemment, dans un premier temps, sauver des vies. Pour moi, c'est ça l'essentiel d'abord. Lorsqu'il y a une épidémie de très grande ampleur, cela fait vaciller les bases du pouvoir. La peste justinienne a sans doute accéléré grandement la chute de l'Empire romain. Et la peste noire a mis fin au pouvoir temporel de l'Église. Professeur Liedo,
est-ce que la société de demain va ressembler à ce que nous connaissons? Bien sûr que non. Je n'ai pas de boule de cristal, mais il est évident que nous sommes face à un changement dit disruptif et que moi, je vois trois grandes conclusions qui vont pouvoir être tirées et pour comprendre les clés de ce monde de demain. D'abord, il va nous falloir réapprendre à vivre avec l'incertitude. Je pense que, comme l'a dit le professeur Bourib, eh bien, le scientifique a l'habitude de gérer l'incertitude. Je pense qu'il va falloir que non pas uniquement le domaine des sciences gère l'incertitude, mais que ce soit la société entière, que ce soit les décideurs, les associations, l'ensemble de la société doit apprendre à gérer l'incertitude. Nous avons été probablement un peu trop séduits par notre propre intelligence et notre maîtrise de la nature. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'une petite particule, une petite machine qui n'est même pas du monde du vivant peut déjà contaminer plus de 5 millions de personnes sur cette planète. Donc, il va nous falloir apprendre à vivre avec l'incertitude et la fatalité. Deuxièmement, eh bien, que nous allons devoir maîtriser nos peurs parce que nous rentrons dans un nouveau domaine qui va être caractérisé par le changement. Et il y a deux attitudes face au changement. Il y a ceux qui voient au travers du changement une menace. La raison est très simple. Ils ne maîtrisent pas leur peur. Donc, face à un changement, ils voient un danger imminent. Et puis, il y a ceux qui, et je l'espère, font partie de nos auditeurs et téléspectateurs. Eh bien, il y a ceux qui verront une opportunité. Une opportunité, pourquoi? Parce qu'ils ont été capables de juguler une émotion primaire qu'est la peur pour laisser au contraire mettre au cœur des process cette joie que l'on peut avoir et qui est contagieuse. C'est-à-dire que se dire que finalement, c'est une opportunité pour nous. C'est ça la résilience, de dire qu'on va pouvoir enfin réparer les erreurs que nous avons commises dans le passé. Et puis pour moi, la troisième et dernière conclusion qui va caractériser le monde à venir, c'est que nous allons être tous collectifs. C'est-à-dire que nous allons vers une prise de conscience collective. Non pas uniquement baser le pouvoir sur la science, baser le pouvoir sur la religion, baser le pouvoir sur les associations, mais c'est l'ensemble de ces… c'est comme ça qu'on fait naître de l'intelligence collective. C'est l'ensemble de ces points de vue différents, avec l'éthique évidemment, et la morale politique et d'autres formes de morale, que l'on va pouvoir créer une conscience collective et décider ensemble le futur que l'on veut configurer. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je me rappelle de cette fameuse phrase de Rabelais qui me dit « Science non conscience n'est que ruine de l'âme », c'est-à-dire à nous de mettre la conscience, et cette conscience, je ne la vois pas autrement qu'une conscience collective. Professeur Bourib, comment voyez-vous la société après la crise? Ben, comme a bien résumé le professeur, c'est que on va devoir changer notre mode de vie, la façon qu'on a consommé à ce jour. Et au-delà de l'aspect peur, de maîtrise, aussi de l'aspect éthique et tout, il faut revoir aussi notre modèle économique. Parce qu'à ce jour, on est parti sur ce qu'on appelait l'hyperglobalisation. On a tout, comme on dit, outsource au reste du monde. Alors, quel sera le modèle qui va être mis en place? Parce que on a vu comment le corona s'est répandu à travers le monde, c'est à travers notre façon de communiquer, la façon de bouger à travers le monde, et ça a été répandu par des avions, par toutes sortes de mécanismes. Alors, comment consommer? Quel modèle économique développer à partir du moment où on va sortir de nos confinements? Et ça pose beaucoup de questions. Ça pose évidemment des questions d'ordre éthique, parce que la façon qu'on a commencé à traiter le monde, comme on dit, le supply chain à travers le monde. Alors, quel sera ce modèle économique qui va émerger? Et quelle sera aussi notre approche vis-à-vis des grands dangers qui guettent ce monde, entre autres le changement climatique, parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas vraiment penché sur le changement climatique. On l'a remis comme si c'était un problème politique, mais c'est pas là. C'est quelque chose qui nous interpelle. Les grandes décisions doivent être prises. Les grandes décisions doivent être prises par les grands pays. Et là, je reviens avec les leaders de ce monde, les G7 et les G20.
qui doivent prendre des décisions très, très courageuses pour affronter le changement climatique. Parce que moi, je pense que le corona s'est aussi propagé de par le fait que nous avons des changements de la destruction de la nature, entre autres, et quel sera ce modèle qu'on va mettre en place? Ce sont les questions qui se posent. Alors, encore une fois, on va revenir avec la question du leadership mondial. Et là, on fait un appel aux grands de ce monde qu'ils se mettent d'accord, qu'ils se mettent autour d'une table et de prendre des décisions courageuses, que ce soit l'impact sur leur carrière politique, parce que le futur du monde en dépend. Bon, écoutez, je pense que tout le monde a envie de vous entendre une nouvelle fois, donc il faudra faire un nouveau débat, mais le temps passe. Je voulais remercier nos très brillants débatteurs. Le professeur Liedo est l'auteur de nombreux livres. Voici son dernier. Le cerveau, la machine et l'humain, aux éditions Odile Jacob. Professeur Gurib, vous avez écrit ou coécrit une trentaine d'ouvrages, et notamment la première approche de la pharmacopée des plantes africaines. Êtes-vous en train d'écrire un livre ou des articles sur les plantes, la protection de la biodiversité ou le développement durable? Je viens de terminer un ouvrage sur la biodiversité végétale des îles Mascareignes. Parce que nous sommes au point chaud planétaire et alors il faut absolument sauvegarder cette biodiversité et surtout la biodiversité végétale sur ces mathématiques de prédilection, mais faire comprendre et faire vraiment apprécier ces îles et aussi cette biodiversité qui est très fragile, mais cette biodiversité va être détruite de par la montée des eaux, entre autres. Alors, changement climatique impose, donc il faut vraiment faire connaître, faire sauvegarder et aussi faire apprécier. Parce que si on n'écrit pas, on ne communique pas, les jeunes de nos jours et aussi plus tard ne vont pas vraiment comprendre cette valeur sur laquelle on dépend pour notre survie sur cette planète. Alors, je vous propose de nous quitter en écoutant une jeune artiste mauricienne qui a écrit une chanson sur le merveilleux développement du personnel médical dans la lutte contre le virus. Écoutons Lindsay Bagbot. Petit monde à côté, les avions là. Côté avions là. Côté aller, ça même avion qui a pu faire les tout en déo. C'est mon passage résistant, c'est mon passage. Si mon pas mort, moi va retourner en saison. Otilele, la wa. Tilele, otilele.